Dans le monde entier, les écosystèmes d'eau douce, à cause du changement climatique, sont en train d'être contaminés, mais le développement durable est en train de reconnaître la valeur importante que l'eau potable a pour l'écosystème. Et de nombreux bassins ont déjà été détruits. 80% des zones humides du monde sont en voie d'être aussi abîmées et une migration de la population augmente l'insécurité alimentaire dans le monde entier. Pour assurer la survie de notre population, nous devons dégrader les zones humides, les rivières et les lacs et qui sont pollués et mettre l'accent sur et répondre à la demande environnementale pour mettre en place l'objectif de développement durable numéro 6, à savoir eau potable et assainissement pour tous. Si nous voulons que cela soit possible à l'horizon de 2030, nous devons agir aujourd'hui. On behalf of UN Au Water, nom de ONU Eau, je vous souhaite la bienvenue à tous dans ce séminaire sur les progrès concernant les écosystèmes d'eau douce. Nous allons travailler sur l'indicateur 661 de l'ODD 66. Je suis Joachim Aline et je suis responsable de la partie de ONU et du développement durable. Nous avons une responsabilité en ce qui concerne cet indicateur qui suit cette ODD 6 et porte sur la protection des écosystèmes d'eau douce, et cet indicateur est formulé de la manière suivante: changement des écosystèmes dans le temps. Alors, que signifient ces écosystèmes? Et je vais vous donner une petite idée. Nous avons des rivières, des estuaires, des mangroves, des lacs, des bassins artificiels, des zones humides, et nous allons aussi analyser la question des aquifères. Lorsqu'on a commencé ce travail, à l'origine, nous demandions aux pays de participer à la première série. Maintenant, nous avons analysé les données et nous avons constaté que nous avions besoin de données comparables, applicables au monde entier. Et grâce aux nouvelles technologies, aux satellites qui observent la Terre, nous pouvons fournir des observations bien détaillées sur les modifications qui existent et sur certains paramètres liés à la qualité de l'eau et pour ces zones dont je viens de parler. Donc, nous allons travailler là-dessus, mais avant, je voudrais vous demander de fournir votre nom, le pays dans lequel vous êtes et votre fonction à travers le chat. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans la partie des questions et des réponses et nous y répondrons. Nous sommes très intéressés par votre opinion et voir comment ces données peuvent être utilisées pour la protection, la restauration des écosystèmes d'eau douce dans votre pays. Et donc, sans plus tarder, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire et nous allons maintenant donner la parole à la vice-présidente de ONU Eau. Chers collègues, amis de l'eau, merci beaucoup de participer à ce webinaire aujourd'hui pour discuter les progrès vers l'objectif de développement durable 6. Ce webinaire fait partie d'une série de webinaires qui ont lieu ce mois-ci, chacun se concentrant sur les progrès mondiaux vers un ODD, un indicateur et une cible spécifique.
Avant d'entrer dans les détails, je voudrais partager quelques messages importants sur les progrès vers l'ODD 6 et comment l'ONU travaille pour rendre compte de ces progrès. Nous travaillons depuis 6 ans sur les ODD et pour la première fois, nous avons des données sur l'eau et sur l'assainissement de presque tous les pays du monde. Ces données ont été compilées l'année dernière par les agences dépositaires des Nations Unies qui ont uni leurs forces dans le cadre de l'initiative de surveillance intégrée de l'eau des Nations Unies pour l'ODD 6 ou comme nous l'appelons, IMI ODD 6. Le niveau sans précédent de rapport est une réalisation majeure pour nous en tant qu'acteurs de la communauté mondiale, mais encore plus pour tous les points focaux des pays qui nous rejoignent dans ce webinaire. Au nom d'ONU Eau, je tiens à vous remercier pour vos efforts dans le suivi de l'ODD 6 dans votre pays cette année, malgré les moments difficiles que nous avons tous traversés. Lorsque nous examinons ces données, elles ont malheureusement confirmé la tendance que nous avions constatée pour la première fois en 2018, que nous ne sommes pas vraiment sur la bonne voie pour parvenir à une eau, à un assainissement durable pour tous d'ici 2030. En examinant les faits concernant l'ODD 6, nous constatons que des milliards de personnes dans le monde vivent toujours sans eau potable, sans assainissement, sans services d'hygiène. Près de 10% de la population mondiale vit encore dans des zones à stress hydrique extrême. Nous savons que les eaux usées sont rejetées, non traitées dans l'environnement et qu'un bassin fluvial sur 5 dans le monde évolue rapidement, ce qui est exacerbé par les changements climatiques. Nous constatons que la gestion durable des ressources en eau reste hors de portée pour de nombreux pays. Les données montrent que pour atteindre nos objectifs et cibles, nous devons accélérer les progrès et dans certains domaines aller jusqu'à 4 fois plus vite pour être en mesure d'atteindre l'ODD 6 au cours des 9 prochaines années. Plus que tout, nous aurons besoin de politiciens et de décideurs à tous les niveaux pour pouvoir fixer des priorités plus audacieuses et rapides. Mais la bonne nouvelle est que nous avons déjà mis en place de nombreuses solutions durables. L'année dernière, l'ONU Eau a lancé le cadre d'accélération mondiale de l'ODD 6 avec le soutien total de la famille des Nations Unies pour mobiliser l'action des gouvernements, de la société civile et du secteur privé à travers l'ONU afin de mieux aligner nos efforts, d'optimiser le financement et de renforcer les capacités et la gouvernance. De notre travail avec les pays et de leurs données, nous avons beaucoup appris sur les possibilités d'accélérer les progrès. Nous avons appris l'importance d'intensifier l'action coordonnée de renforcement des capacités en mobilisant bien la politique. Et bien sûr, nous avons appris comment les données et les informations peuvent être utilisées pour mieux guider les décideurs dans leur travail. Car malgré ces efforts de surveillance de l'année dernière, nous constatons encore de grandes lacunes. Notre ambition et notre espoir avec ces données et avec nos rapports des ODD sont d'encourager et de soutenir davantage la collecte de données nationales et internationales et d'aider les décideurs à prendre des mesures éclairées. C'est ce sur quoi je vais me concentrer, sur l'ODD 6 à mesure que nous avançons et nous appelons l'ensemble de la communauté de l'eau à se joindre à nous et à aller de l'avant. Je vous souhaite un webinaire très fructueux et vivant aujourd'hui et je vous souhaite la bienvenue à tous les autres webinaires sur les indicateurs que nous organisons ce mois. Merci pour votre attention, pour vos efforts continus pour progresser vers notre objectif commun, pour assurer la disponibilité et la gestion durable de l'eau et de l'assainissement pour tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kelly. Merci, Joachim, pour cette introduction. Et je remercie aussi donc Kelly, la vice-présidente de ONU Eau. Bonjour, je suis Stuart Crane et je vais vous présenter aujourd'hui la partie de ce webinaire consacré aux écosystèmes. Mon rôle ici est de vous parler du programme environnemental des Nations Unies et de l'indicateur 6.6.1. Mais avant de rentrer dans les résultats, je voudrais vous parler un petit peu
et vous présenter la base des indicateurs qui viennent d'être mentionnés. Par exemple, le fait d'utiliser un système de contrôle par satellite pour contrôler la valeur de l'eau. C'est une série de données très utiles pour nous et qui est à notre disposition. Et la façon dont nous fournissons ces informations au pays, c'est que nous les séparons entre des cours d'eau et autres masses d'eau sur la surface de la Terre. Et ensuite, il y a aussi des masses d'eau qui sont des bassins artificiels. En plus, nous observons de l'espace avec les satellites deux paramètres de qualité de l'eau. Il y a la transparabilité, nous voyons par exemple cela pour les lacs, et puis nous pouvons observer les changements dans certains écosystèmes d'eau douce spécifiques et nous allons donc séparer chaque écosystème en fonction de s'il s'agit de systèmes, par exemple des mangroves et autres réservoirs d'eau et rivières, etc. Donc, c'est les systèmes qui sont à notre disposition grâce à ces données de satellite. Et puis, pour cette ODD 6.6.1, vous allez utiliser toutes ces informations et il y a le rapport qui nous permet de connaître toutes les différentes tendances en fonction des types d'écosystèmes et de collecter ces données, de les classer. Donc, si vous voulez accéder à ce rapport portant sur ce rapport mondial portant sur cet indicateur 6.6.1, vous le trouverez sur le site de ONU-Eau et sur la page de UNEP aussi concernant l'eau. Ce rapport est aussi disponible sur un autre site que je vais vous présenter tout de suite quand je vais vous parler des tendances mondiales. Il s'agit des progrès réalisés dans les écosystèmes de l'eau douce. Donc, je vous dis tout cela parce que nous avons une grande quantité de données à notre disposition. UNEP s'est occupée de cette ODD 6.6.1 de collecter les indicateurs et les données concernant cet indicateur. Donc, nous avons toute une série de données sur les eaux de surface de manière annuelle pendant toutes les différentes périodes de l'année et nous avons un processus pour partager ces données et avec les points focaux nationaux, les bureaux de statistiques nationales dans les pays. Nous avons donc ensuite, nous analysons ces données, nous les traitons pays par pays. Et ça devient des données officielles de cette ODD 6.6.1. Ce sont des données qui sont officiellement rapportées, que nous analysons, que nous traitons. Et tout cela, la base de cette analyse se trouve dans ce rapport mondial concernant les progrès réalisés dans le domaine des écosystèmes d'eau douce. Voilà. Alors, quelles sont les tendances que nous constatons? Il y a 3 tendances mondiales que je veux vous présenter. La première, Kalia l'a dit, dans ce message de vidéo que nous avons fait passer. Si vous regardez tous les écosystèmes, tous les bassins qui existent dans le monde, et si vous regardez les changements qui ont eu lieu au cours de ces 20 dernières années, on constate qu'on a la possibilité d'avoir une analyse mondiale qui regarde les changements point par point. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au cours de ces 5 dernières années, de cette période de 20 ans, le monde a vécu des changements très rapides concernant l'eau douce dans un cinquième des bassins d'eau douce du monde entier. Donc ici, vous voyez par couleur ces bassins qui donc vivent une augmentation élevée dans les zones d'eau douce. Et si vous regardez sur cette carte,
vous voyez l'endroit où se trouvent ces bassins où il y a beaucoup de changements négatifs et c'est les endroits où on constate une augmentation de flux des inondations de terres agricoles, une augmentation rapide de masse d'eau artificielle est constatée aussi dans ces régions. Tout cela, ce sont les satellites qui nous le donnent, hein. On voit donc que ces bassins sont en train de changer rapidement, hein. De la même manière, ces bassins sont en train de passer par une baisse rapide concernant l'eau de surface disponible, ce que vous voyez en jaune sur la carte. Et ces bassins qui ont vécu cette baisse, hein, correspondent à des endroits où on a des problèmes de sécheresse, où on a de plus en plus de sécheresse de bassins d'eau douce, une diminution des zones humides, des marais, hein. Donc, tout cela figure sur cette carte. Et je dois aussi ajouter que ces données nous montrent les variations naturelles qui existent, hein, et dans le monde entier. Nous utilisons cette gamme de 20 ans, hein, et on constate que sur ces 20 années, les changements qui ont eu lieu ces 5 dernières années ne sont pas du tout des changements normaux. Donc, on a une crise grave. Si on compare aux données recueillies pendant le reste de cette période de 20 ans, cela signifie que ces changements des écosystèmes à une vitesse accélérée vont donner lieu à davantage de demandes d'eau de la part de la population, des changements dans les paysages, des changements au niveau de l'agriculture, c'est ce que l'on constate. Ce que l'on constate, et en plus on constate l'augmentation des températures et l'augmentation des précipitations. Et la qualité de l'eau douce a été compromise aussi. Donc voilà, la première tendance au niveau mondial que je voulais rapporter ici. La deuxième tendance ici que nous voyons, ce sont les systèmes d'indicateurs d'eau. Ici, vous voyez sur ce graphique, ce que nous voyons de manière très claire, c'est une perte au niveau mondial, au niveau costal et au niveau des zones humides à l'intérieur des terres. On a perdu 80% de l'eau, hein, dans notre écosystème depuis l'époque pré-industrielle, ce qui nous donne seulement 20% restant dans notre écosystème et on estime qu'on en est entre 10 et 12 millions de litres d'eau qui restent à notre disposition sur notre planète. Ici, vous voyez les mangroves. La quantité de mangroves a diminué énormément. Vous voyez ici la courbe en vert sur le graphique. Et ce sont des écosystèmes importants dont on ne parle pas beaucoup, qui sont nécessaires pour atténuer le changement climatique. Ils sont utiles pour atténuer les inondations. Ils retiennent de l'eau, ils retiennent des nutriments, ils protègent la diversité et la flore et la faune et ils fournissent aussi d'autres services. Par exemple, ils retiennent de grandes quantités de carbone qu'ils retiennent dans leur sol, hein. Donc, ils sont très utiles contre la pollution, toute une série de valeurs qu'il faut considérer lorsque on constate le déclin de la quantité de mangroves dans le monde. Et donc, c'est la deuxième ici tendance que je voudrais souligner. Et la troisième tendance importante concerne la qualité de l'eau. Je vous ai parlé de ces deux aspects de qualité de l'eau que les pays ont pu constater et que les satellites nous ont fournis. La première, c'est la turbidité. La turbidité, c'est la mesure de la clarté de l'eau, hein. C'est un indicateur proxy, ce n'est pas un indicateur direct. Cependant, c'est un bon indicateur parce qu'il fournit d'autres données. Il nous indique qu'il y a une corrélation entre certaines masses d'eau qui ont des eaux très turbides, hein, très troubles, et cela montre qu'on a une qualité d'un écosystème
qui est mauvais, une mauvaise qualité de l'écosystème. Il y a des bactéries, il y a des germes qui sont dans cette eau, ce qui donne cette eau trouble, cette turbidité de l'eau. Donc, c'est un indicateur très important que nous offre le satellite. Et puis, si on analyse un échantillon de l'eau, de ces eaux, on comprend que sur 2300 lacs qu'on a analysés depuis 2019, on a constaté qu'un quart de ces lacs, un quart des échantillons extraits de ces lacs ont une turbidité élevée, extrêmement élevée. Donc, tout cela nous permet de nouveau de voir la qualité de l'eau. Et on constate que on a 21 millions de personnes qui vivent près de ces lacs à haut niveau de turbidité et qui sont affectés par tout cela, par cette qualité de l'eau. Donc, cette qualité de l'eau qui est utilisée par les personnes, qui va avoir un impact sur la santé de ces personnes, sur la qualité des écosystèmes. Et l'autre paramètre important que nous avons évalué à partir de ces données fournies par satellite, c'est une analyse qui nous permet de voir lac par lac la qualité de l'eau, les plus grands lacs du monde, voir les concentrations de trafic qu'il y a sur ces lacs. Et dans certains lacs, on constate que cela a un impact. Cela cause, par exemple, la croissance d'algues. Et on voit ici le changement de couleur de l'eau du lac au vu de l'espace de nouveau. Et avec ce graphique, vous voyez qu'on peut identifier certaines zones spécifiques et proches de certains lacs et qui ont été pollués par exemple, des produits agricoles et autres, et qui donnent ces changements de couleur. Donc, ici, nous pouvons voir une tendance. Qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à cette situation? Nous avons essayé de offrir un rapport sur les écosystèmes d'eau douce et il y a 3 axes d'action. Le premier est de mettre en place les politiques au niveau de bassins versants au niveau national parce que partout dans le monde, il y a des places, des endroits dans le monde où il n'existe pas. Et nous devons tenir compte du fait que les écosystèmes d'eau douce sont interdépendants. Donc, une action en amont peut affecter un autre système, un autre écosystème en aval. Donc, il faut avoir des politiques et des pistes de législation pour protéger ces écosystèmes au niveau des bassins. Donc, les gouvernements doivent agir pour implémenter des plans d'action et des feuilles de route et des portefeuilles des investissements pour avoir différents mécanismes et pouvoir identifier et protéger les systèmes d'indicateurs de seuil. Et il y a des parties du monde qui ont des mécanismes de protection existants déjà implémentés. Mais nous savons qu'il y a des endroits qui sont pourtant pollués. Donc, il faut appliquer cette loi, ces pièces de législation. Donc, voilà le premier axe des indicateurs, la première action d'accélération. La deuxième action d'accélération qu'il faut tenir compte, c'est pour protéger l'écosystème, c'est d'augmenter la captation des données d'eau douce dans les processus sectoriels qui dépendent de l'eau. Cela fait du sens, bien sûr. Les données n'alimentent pas tous les processus sectoriels de l'État et du secteur privé qui dépendent de l'eau. Et souvent, c'est facile d'avoir une décision déterminée économiquement sans considérer les impacts des biens et des services.
Donc, c'est pour cela que les données doivent être incluses dans le processus de prise de décision comme une action essentielle et critique. Et maintenant que nous avons des données sur les systèmes d'eau douce, nous allons voir comment on peut le mener à bien. Également, il faut encourager l'adoption et l'inclusion de données selon les points focaux de chacun des pays évolués, des pays impliqués dans le suivi de l'ODD numéro 6. Il faut travailler avec les organismes et les institutions impliquées pour encourager l'incorporation des données sur l'eau douce dans la prise de décision. Et finalement, au niveau global, euh, il faut considérer l'action d'accélération numéro 3. Il faut bien sûr améliorer la coordination partout dans les institutions. Nous avons besoin des institutions qui puissent mesurer la quantité d'eau douce et la qualité de l'eau douce, parce que cette quantité et des qualités peuvent être soutenues à travers le temps, et il faut s'assurer d'avoir un équilibre de la demande parmi ou à travers différents secteurs. Par exemple, dans le secteur de la fourniture intérieure, la demande d'énergie, la demande agricole, et cela requiert de la bonne coordination pour atteindre un bon équilibre. C'est-à-dire que, encore une fois, si on le considère du point de vue national, c'est quelque chose de très important, mais c'est quelque chose de très important au niveau sous-national aussi. Parler d'écosystèmes d'eau douce est quelque chose de très relevant parce que c'est là que les processus hydrologiques se passent, et il faut l'eau douce peut se détériorer rapidement s'il n'y a pas de coordination au niveau national et sous-national. Je crois que j'ai déjà couvert ces tendances de haut niveau. Au niveau global, j'ai parlé de 3 actions d'accélération que nous devons promouvoir entre les pays. Ce que je voudrais faire maintenant, si la technologie me le permet, c'est de cesser de partager mon écran. Et en partager une autre. Okay. D'accord. See the screen that I'm currently looking at, which is J'espère que vous pouvez visionner l'écran que je désire de partager. Voilà la page initiale de l'explorateur des écosystèmes d'eau douce. Ce portail des géodonnées spatiales et d'accès libre et gratuit. Le URL est disponible là-bas. Vous pouvez la visionner sur l'écran. Je vous encourage à visiter cette page et ce site Internet. Et vous pouvez aussi interagir avec ce site. C'est un site qui fournit des données sur l'eau douce, et c'est un site qui a plusieurs fonctionnalités. Je vais faire une petite démonstration pour vous montrer toutes les données qui sont disponibles. Il y a une analyse, une section sur des analyses et des rapports globaux. Tout est disponible avec des cartes pour que vous puissiez visionner la manière dont les changements se sont passés et comment ces changements sont reflétés dans les graphiques. Je ne peux pas vous montrer absolument tout par souci de temps, mais je vais maintenant explorer les écosystèmes d'eau douce. Donc, en cliquant sur cet écran-là, je vais pouvoir voir une carte globale. Donc, nous avons accès à l'information partout dans le monde. Maintenant, nous allons choisir le Brésil. Donc, nous pouvons voir un tableau de bord statistique que nous pouvons visionner à gauche. Ce tableau de bord statistique, maintenant,
est lié à la totalité du Brésil. Comme vous pouvez voir, le Brésil est délimité par la ligne blanche qui marque sa frontière administrative. Donc, les statistiques qui sont présentes dans les tableaux de bord sont liées à la totalité du pays. Les statistiques considèrent différents types d'écosystèmes. Donc, si on peut prendre ces données sur l'eau à partir des satellites et on peut les séparer en lacs et rivières, réservoirs, mangroves, zones humides et données sur la qualité de l'eau. Puis, nous pouvons aller au-delà de cela et nous pouvons décortiquer les données, par exemple, sur les lacs et rivières, dont, par exemple, des eaux permanentes, c'est-à-dire des eaux qui demeurent pendant 12 mois, par exemple, et s'il y a un lac qui demeure pendant 12 mois, voilà une masse d'eau permanente. Puis, nous pouvons séparer ou décortiquer les données selon les dynamiques de l'eau, selon la partie ou le moment de l'année, les saisons. Et donc, dans le cas du Brésil, nous pouvons voir qu'à travers la dernière 20 années, les eaux permanentes du Brésil se sont réduites. Nous pouvons voir la flèche en réduite. Donc, on voit la réduction à 1,48%. Donc, nous pouvons le traduire dans une superficie en kilomètres carrés. Puisque le Brésil est un pays assez large, si on le voit avec des kilomètres carrés, c'est une aire assez large, presque 1000 kilomètres carrés. Donc, c'est une tendance statistique à long terme que l'on voit et c'est l'information que nous essayons de transmettre dans notre rapport. En dessous, nous pouvons voir les dynamiques d'eau saisonnière. Nous pouvons voir qu'il y a une augmentation de 10%, encore une fois, depuis l'année 2000 dans les eaux saisonnières. Donc, la tendance au Brésil s'est réduite par rapport à l'eau permanente. Et il y a eu une augmentation dans la caractéristique ou les caractéristiques saisonnières. Nous ne savons pas la raison, nous savons, mais nous espérons que les pays puissent fournir les raisons pour lesquelles ces changements se passent. Cela peut être à cause de l'action de l'homme ou le changement climatique qui cause des changements saisonniers. Si on descend à travers ce tableau de bord, nous pouvons, je ne vais pas réviser chacun des écosystèmes, mais par exemple, on peut voir une déclination dans les cas, des mangroves de plus de 3%. Cela est équivalent à un déclin de plus de 10 000 km². Donc, c'est très important de pouvoir voir les statistiques exprimées un pourcentage en termes de superficie. Par rapport aux zones humides, nous n'avons pas assez d'informations. Nous n'avions pas ces informations quand ce site est devenu live, a passé à être live. Et puis, nous avons la qualité de l'eau. Nous avons une statistique résumée pour ce tableau de bord. Nous prenons, par exemple, tous les grands lacs, par exemple, au total, 132 lacs au Brésil. Et nous considérons la totalité des kilomètres carrés. Et nous pouvons voir les lacs qui ont été affectés. C'est-à-dire que affecté veut dire que la majorité du lac a des conditions de turbidité très hautes ou bien extrêmes. C'est voilà une généralité, un panorama très général du site. Bien que nous voyons ces représentations numériques sur les changements de l'écosystème, on peut aussi visionner les changements. Si on clique ici sur cette icône, on va avoir accès à une carte. Chacun des écosystèmes a la possibilité d'accéder à une carte. Donc, on peut faire un zoom in sur l'espace, sur la superficie et on peut voir la superficie du Brésil.
Ici, on peut visionner une rivière au nord du Brésil et nous pouvons fournir une très bonne résolution des images qui changent selon les statuts, la condition de l'eau. Donc, nous pouvons voir la transition de l'eau de permanent à transitionnel ou saisonnière. Par exemple, si l'eau saisonnière est perdue à travers le temps, nous pouvons voir quelques superficies où l'eau a disparu. L'eau permanente est disparue. Donc, de l'autre côté, on peut voir une augmentation des eaux saisonnières ou permanentes. Ces transitions sont très importantes et elles comptent pour chacun des endroits sur la carte. Ce que la fonctionnalité nous montre ici, ce n'est pas tout simplement les statistiques à haut niveau, mais on peut faire un zoom in dans chacun des endroits pour pouvoir visionner les changements. Et on peut le faire pour chacun des ensembles de données qui sont disponibles. Par exemple, si je clique sur les mangroves, il y a des mangroves qui sont côtières, par exemple, et on peut faire un zoom in près de la ligne côtière. Je m'excuse du délai, c'est la manière dont le site opère à travers une vidéoconférence. Donc, voilà la résolution et en rouge, on peut voir la perte des mangroves, en vert, les gains des mangroves et en gris, les zones qui ont demeuré semblables. C'est-à-dire que l'on peut faire un zoom in et faire un pin sur les zones où on a enregistré une perte de diversité ou d'eau. Ces informations sont importantes pour prendre des actions pour la restauration des écosystèmes là où les changements se sont passés. Nous avons des données sur les zones humides. Si on clique sur la carte, encore une fois, on peut voir les changements qui se sont manifestés. Et si je clique sur la carte de turbidité, ici, par exemple, je peux visionner les lacs, tous les lacs. Au Brésil, c'est une manière très facile, c'est évident de pouvoir voir tous les lacs qui sont présents au Brésil. Donc, on peut facilement identifier ces lacs qui n'expérimentent pas des conditions de turbidité tellement hautes. Et on peut identifier aussi, par exemple, le parti des lacs qui ne sont pas tellement affectés. Par exemple, c'est une partie, là, ici, on peut voir une partie d'un lac qui n'a pas été tellement affectée en termes de turbidité. Il y a quelques fonctionnalités sur le site. On peut, par exemple, cliquer sur les lacs spécifiques et obtenir des données spécifiques au lac. Par exemple, j'ai sélectionné un lac Balbina, le lac Balbina sur la qualité de l'eau et je peux identifier n'importe quel lac sur et avoir une analyse très détaillée sur la qualité de l'eau dans chaque lac. Les deux dernières fonctionnalités que j'aimerais partager avec vous, je vais m'éloigner sur la carte. L'une des fonctionnalités est la suivante. Si on peut voir que le pays a été déligné avec les bassins versants parce que et c'est quelque chose de très important parce qu'on peut considérer les écosystèmes à partir de ces bassins. Si je prends par exemple un bassin sur la frontière du pays, les statistiques dans le tableau de bord sont mises à jour tout simplement pour ce bassin. Par exemple, c'est quelque chose de très important de savoir que la zone sur laquelle on la clique, le tableau de bord nous offre une information mise au jour.
C'est un bassin qui a accès au Pérou, donc on peut visionner un tableau de bord secondaire avec les statistiques qui sont pertinentes au Pérou, puisqu'il s'agit d'un lac qui est en contact avec le Pérou. Si on clique sur cette icône ici, on peut changer le niveau des hydrobassins dans chaque pays. Donc, on peut visionner des larges bassins, des bassins qui sont plus petits. Et c'est comme cela que l'on peut se pencher sur un niveau de détail assez profond. On peut aussi sélectionner différentes zones administratives pour avoir les données sur la qualité de l'eau dans ces districts, dans ces provinces. C'est quelque chose qui fonctionne dans plusieurs pays dans le monde, pas dans tous. Et cela, il y a une corrélation qui se présente avec les districts, avec les provinces. Avant de clôturer et c'est ma présentation et passer la parole à l'autre, je voudrais dire que chacun d'ensemble des données a quelques analyses et on peut visionner dans ces cas-là, par exemple, les histoires passées, 1994, par exemple, on peut se remonter à 1994 et on peut voir les évolutions, les différents rosaces et les différentes données qui se sont présentées dans les catégories des mois pour aider les pays à identifier dans quelle saison ou dans quel mois de l'année ils peuvent visionner des changements en termes des saisons. On peut le faire aux différents niveaux, national, sous-national, etc. Donc, il y a d'autres fonctions en matière d'analyse. Chacun des ensembles de données a la possibilité d'extraire des informations dans une variété de formats, par exemple des graphes spécifiques et des fichiers PNG, GPG, et nous essayons de faire en sorte que tout soit disponible dans tous les formats disponibles pour vous encourager à utiliser ces informations. Bien, je crois que j'ai déjà couvert énormément de choses. Donc, je vais m'arrêter. Je vais donner la parole à mon collègue Gavin Mails. Et bien sûr, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Gavin, vous avez la parole. Merci, merci beaucoup, Stuart, pour cette présentation. Donc, si vous avez des questions, nous les prendrons une après l'autre. Alors, la première question nous vient du Brésil. Est-ce que les informations générées par UNEP ont été remises à tous les pays membres pour leur validation? Bien, je pense que oui. Donc, cette information est unique au niveau mondial. Donc, l'information a-t-elle été remise à tous les pays membres pour leur validation? Voilà, ça c'est la question, hein, Stuart. Au micro, la réponse est oui. Et le groupe de travail qui travaille sur les ODD travaille beaucoup au niveau national. Et donc, ces données environnementales hein, qui sont très dynamiques, hein, et donc, on demande aux pays de nous fournir ces données, mais à l'origine, les pays n'avaient pas ces données. Donc, on a utilisé l'approche du satellite qui nous fournit ces données. Ensuite, on partage ces données avec les points focaux nationaux qu'on avait déjà identifiés au préalable. Et ensuite, donc, ces dernières données que nous avons collectées en 2020, nous avons travaillé avec ces points focaux pour essayer d'avoir une approbation de ces statistiques que nous leur fournissions. Et ces statistiques ont été approuvées et ensuite nous les avons présentées au service des Nations Unies. Donc, c'est un niveau, on travaille au niveau national avec les équipes nationales. Et bien sûr, on essaye aussi d'avoir des données sous-nationales, hein, mais
C'est très important pour nous d'avoir cette approbation au niveau national. Et j'ajouterai quelque chose, c'est que ces données qui sont fournies ici se font avec une méthodologie qui correspond à l'ODD 661. Donc, il s'agit de méthodologies qui ont été toutes approuvées par des experts, par le groupe et des experts qui travaillent dans ces questions pour s'assurer que toutes les méthodologies sont solides et qu'elles peuvent être utilisées sans préoccupation. Merci, merci beaucoup. Nous avons une autre question de Chandloni. Et comment est-ce que l'indicateur SDG, ODD 6.3 est-il appliqué et est-ce que vous avez des statistiques qui sont à votre disposition pour des pays tels que les petites îles, petits pays et autres? Merci pour ces questions. Donc, la première question concernant les données de qualité de l'eau pour l'ODD 6.2, je dirais que c'est aussi un des points sur lesquels nous travaillons, mais cela ne fait pas partie actuellement des données mondiales dérivées des satellites sur lesquels nous travaillons. Ce n'est pas qu'on ne peut pas avoir ces données, mais l'approche que nous avons appliquée, c'est que pour l'ODD 6.1, on voulait que les pays puissent télécharger ces données et les utiliser, voir les tendances que nous offraient ces statistiques. Et les pays aujourd'hui peuvent voir comment cet indicateur 6.3 peut correspondre ensuite à ces données, à faire cette relation. Donc, nous demandons aux pays eux-mêmes d'en tirer des conclusions. Ce n'est pas quelque chose que nous n'allons pas faire dans le futur, que nous n'allons pas regrouper dans le futur sur un site particulier, mais pour le moment, ce n'est pas fait. Et ensuite, la deuxième question, les petits États et les îles. Et il y a 3 États de ce type pour lesquels nous avons pu détecter des données concernant les eaux de surface du satellite, mais pour les autres, et s'il y a des masses d'eau qui sont plus grandes que 30 mètres carrés, on fournira, les satellites nous fourniront des informations. Donc, petit à petit, nous obtenons des informations sur ces pays. Nous avons des données concernant la plupart des États. Merci, Stuart. Nous allons passer à une autre question. Petr Benovski qui nous pose 3 questions. Est-ce que les données spatiales peuvent être téléchargées, transférées pour être utilisées avec le logiciel GIS? Deuxième question, quelle est la confiance et l'intervalle de confiance qui existe au niveau des données? Est-ce qu'il y a une méthodologie uniforme pour la collecte de données primaires et est-ce qu'elle est disponible pour qu'on puisse s'y référer? Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de l'exportation de données? Et voilà. Bien. Stuart au micro, oui, très bien. Alors, vous voyez mon écran. Donc, je passe de la page d'accueil à la partie des téléchargements. Donc, ici, sur cette partie de téléchargement, vous pouvez télécharger des informations directement sur le site. Et si vous voulez vraiment avoir ces fichiers CSV qui sont très grands, vous pouvez les exporter directement. Donc ici, vous avez la possibilité, vous voyez ici sur l'écran, les données, vous trouvez votre pays. Ensuite, vous pouvez obtenir l'ensemble des séries de données
dans le temps qui ont été faits année par année. Elles sont classées de façon différente. Il y a un grand volume de données, bien sûr. Donc, la réponse, pardon, est ici. Oui, vous pouvez télécharger tout cela. Tout est classé, fichier, pays par pays, fichier par fichier et année par année. Merci, merci beaucoup, Stuart. Quelques autres questions? Quelles sont les informations que l'on a concernant les masses d'eau de surface du monde entier? Est-ce qu'on peut déterminer l'indicateur 6.6.1 dans un bassin hydrographique spécifique? Bien. Alors, tout cela nous ramène à une autre question, mais je dirais que les données qui sont à votre disposition proviennent de méthodologies qui sont publiées et la plupart des données que nous avons dérivent du service mondial et qui dépendent de la Commission des Nations Unies. Donc, ce que l'UNEP fait, c'est que le programme des Nations Unies pour l'environnement, c'est que nous analysons ces données par type d'écosystème, par région de pays. Et donc, ces données sont ensuite appliquées pour les masses d'eau naturelles, les masses d'eau artificielles, etc. appliquées. Bon. Et donc, ce travail concernant l'eau au niveau mondial fonctionne depuis plusieurs années. Il est très, très précis. Il est donc 95 ou 96% d'exactitude. Vous avez ici pour cette méthodologie. C'est une méthodologie qui est derrière cette fourniture de données et qui est publiée de manière scientifique, qui dépend d'un groupe d'experts. Donc, c'est vraiment un système très précis avec vraiment un haut niveau d'exactitude dans les données. Et la même chose pour la qualité de l'eau, les données concernant la qualité de l'eau, c'est la même chose. Voilà. Bien. Et la deuxième partie de la question, voyons, oui. Est-ce que ces informations peuvent être appliquées au niveau des rivières? C'était ça un petit peu, des bassins hydrographiques. On peut déterminer l'indicateur 6.6.1 dans un bassin géographique spécifique. Oui, c'est une question importante. Merci beaucoup. La raison pour laquelle nous parlons de bassin, c'est parce que lorsque nous avons des données spécifiques concernant les lacs, ce que nous savons, c'est qu'il y a une dépendance entre les processus et ça donne un impact sur tout le bassin hydrographique. Donc, une des raisons pour laquelle nous sélectionnons les bassins et nous disons que l'on peut déterminer, comme vous l'avez vu, les tendances statistiques du bassin, l'écosystème, le type d'écosystème dans ce bassin, c'est très important. Et nous avons séparé tout cela parce que quand vous cliquez sur un bassin hydrographique ou un bassin fluvial, ce que vous allez voir, c'est que si les rivières déclinent, les rivières artificielles augmentent et il peut y avoir une corrélation entre ces deux aspects. Et c'est pour cela que vous allez pouvoir voir tout cela à travers les données. Donc, c'est intéressant de voir les changements qui peuvent avoir lieu dans les bassins hydrographiques et d'analyser ces changements, de voir leurs causes. Merci. Deux questions de plus. Une est un petit peu coupée. On me demande si l'on a un point focal pour les données. Et ensuite, comment est-ce qu'on peut contacter les points focaux dans chaque pays pour être en contact avec eux? Merci pour cette question. C'est aussi une question très importante parce que ce que nous avons fait ici, nous avons travaillé avec différents pays pour ces
points focaux. Nous avons travaillé avec les gouvernements et les indicateurs de ces ODD vont être présentés aux points focaux. Nous avons plus de 60 points focaux, donc certains entrent en contact avec moi. Et d'ailleurs, vous verrez mon adresse email, vous pouvez me contacter. Donc, nous avons aussi des points focaux pour le ODD 6 dans beaucoup de pays du monde. Et cet ODD 6 va aussi travailler sur les indicateurs sur lesquels nous travaillons actuellement. Donc, c'est très bien qu'on soit tous en contact. Et à la fin de ma présentation, je vais vous demander de me donner, de laisser votre email, vos coordonnées dans le chat, le nom de votre institution, ce qui va nous permettre de vous envoyer la présentation et de continuer à travailler avec vous. Donc, s'il vous plaît, fournissez-nous ces informations. C'est très important. Bien, je m'excuse. Nous avons le temps juste de prendre une dernière question. Bien. Donc, une question un peu large de Dabal Pandya qui demande est-ce que quel est le rôle des écosystèmes d'eau douce et comment est-ce qu'ils interagissent? Je pense que c'est une question assez large, mais est-ce que vous pouvez est-ce que vous pouvez y répondre quand même? Bien, je pense que ce serait utile. Stuart au micro, oui, bien sûr. Donc, il s'agit d'une des premières sources de tout ce qui va avoir un impact sur les bassins fluviaux, c'est les écosystèmes d'eau douce. Et ça représente les lacs. Cela est capté à travers les sources, les forêts plus denses, les précipitations. Bien sûr, les précipitations sont très importantes pour ce cycle. Et donc, cette eau va rentrer dans l'écosystème d'eau douce. Voilà. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je suis navrée, mais le temps passe et je ne peux pas m'étendre davantage. Par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par écrit et je vous y répondrai après ce séminaire. Gavin est là aussi. Il peut peut-être prendre la parole pour faire quelques remarques sur cette séance. Et en tout cas, je vous remercie tous. Merci beaucoup, Stuart, pour cette présentation. Cet outil est d'un grand intérêt, très intéressant. Chaque fois que je le vois, quand je vois ce niveau de détail et les informations qu'il fournit, c'est passionnant. Donc, je remercie mes collègues de ONUO qui ont permis à ce séminaire d'être organisé. Je remercie tout le public qui a participé. Je vous remercie pour vos questions excellentes et bien sûr, la participation et l'interaction est très importante dans ce travail. Donc, continuez à participer d'abord en ayant accès au système en lui-même d'exploration, en regardant ces informations, en regardant comment ces informations se rapportent à votre pays, mais aussi en partageant des informations sur les réseaux, à travers les réseaux gouvernementaux, mais les autres réseaux aussi, parce que ces informations nous permettent de faire de gros progrès, d'avancer dans notre travail. Donc, la surveillance est importante. Les actions sont nécessaires pour faire des changements et nous vous encourageons à utiliser ce système pour mettre en œuvre des actions et à partager vos actions avec le reste des acteurs, puisque c'est une des conditions de l'ODD. Et ensuite, Stuart l'a dit, je vous encourage tous à travailler avec Stuart, à continuer à échanger avec Stuart.
et ça nous permettra de créer une communauté active portant sur la compréhension des systèmes liés à l'eau et l'application des ODD numéro 6. Voilà. Je vous remercie tous beaucoup. Merci, Stuart. Merci. Au revoir à tous. Merci. Thanks, everybody. Bye-bye now. Merci à tous. Au revoir.